Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue au National Museum Verschmacht. Je m'appelle Tania Brugnoni, je suis la nouvelle directrice du MNAHA et j'ai le grand plaisir ce soir de vous présenter ou de vous introduire à la conférence donnée par Monsieur Joan Fontcuberta, qui nous donne l'honneur de présenter sa vision de la photographie. Et cette occasion, cette conférence a été pensée par Café Crème, qui sont l'organisateur luxembourgeois du mois européen de la photographie, en collaboration étroite, très étroite collaboration avec l'ambassade d'Espagne au Luxembourg, dont je salue Madame l'ambassadrice et Monsieur le consul. Merci aussi de la part du Musée national de nous avoir organisé cette fantastique opportunité et de pouvoir nous plonger dans ce travail fantastique. Et je m'arrête là. Donc, je vais directement passer le mot à Monsieur Paul Di Felice, qui fait partie, disons, du tout petit comité d'organisation de Café Crème, et avec une association avec laquelle on collabore depuis une quinzaine d'années, je pense. Et voilà, merci d'être là et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais commencer par les remerciements parce que c'est toujours très important de le faire au début pour n'oublier personne. Donc je remercie l'ambassade d'Espagne, je remercie Violetta Frank avec son projet artistique, bien sûr EMOB Café Crème dans le cadre aussi de l'exposition qu'on a réalisée ici au musée, et le musée et toute l'équipe du musée qui ont participé à cette soirée et aussi à l'exposition dont justement Joan Fontcuberta est un des 7 artistes présents. Je pense que l'artiste Joan Fontcuberta n'a plus besoin d'être présenté vraiment, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Joan, il a beaucoup de casquettes dans la création. Il est aussi théoricien, critique, il a écrit beaucoup sur la photographie. Il a enseigné aussi beaucoup pendant toute sa vie à différentes universités internationales. Et il a donc réfléchi beaucoup sur ce que la photographie est depuis le début de la photographie jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, le titre de la conférence l'annonce déjà. Je voulais dire aussi que dans toutes ces occupations, il y a aussi des choses importantes, comme par exemple la direction artistique des rencontres d'Arles en 1996, je pense. Mais en tant qu'artiste, il a aussi eu beaucoup de prix, notamment le prix Hasselblad, je pense, en 2013. Je ne sais pas si la date est exacte. Et donc, pour vous dire que c'est un artiste qui a réfléchi en tant qu'artiste à travers sa pratique photographique, mais aussi à travers ses écrits, à travers ses recherches. Et je pense que le mot recherche est très important pour Joan, parce qu'il considère aussi le rôle de l'artiste comme un chercheur, comme quelqu'un donc, qui a cet esprit critique par rapport aussi au médium. Et cette relation au médium photographique, c'est ça qui est très important, parce que justement la photographie, ce n'est pas la reproduction du réel tel quel, mais c'est peut-être une fiction. Dès le départ, on pensait qu'au début, la photographie était ce qui représentait le réel, mais même les premières photos étaient déjà des fakes, on peut dire comme ça, en quelque sorte. Et donc, c'est intéressant de voir aujourd'hui, avec notre ère post-vérité, je veux dire aussi post-information, ou information des fakes, de voir comment les artistes réagissent par rapport à ces médiums. Et je vais donner tout de suite la parole à Joan Fontcuberta. Peut-être juste encore un mot, de dire que ce n'est pas la première fois qu'il vient au Luxembourg. Dans le cadre justement de Café Crème, on a fait des expositions ensemble dans le cadre de 1995, Capitale européenne de la culture. Il a fait un magnifique projet sur le paysage.
Et plus tard aussi, toujours dans le contexte c'était pas le mois de la photo, mais c'était en tout cas dans le contexte des Café Crème, il avait montré un travail très intéressant sur Bin Laden au Casino Forum d'art contemporain. Voilà donc la parole à Johan et merci d'être venu. Moyenne, bonsoir. Je suis tout à fait content d'être ici aujourd'hui et je vais commencer en retournant les remerciements, c'est-à-dire je suis content d'avoir la possibilité d'exprimer quelques idées sur la culture visuelle at large, c'est-à-dire pas seulement la photographie, parce que je pense qu'aujourd'hui, elle s'échappe de constructions, disons, ontologiques, pour prendre un rôle dans notre vie, dans notre société, beaucoup plus élargi, beaucoup plus important. Je suis content en plus d'avoir cette opportunité ici, dans ce musée, qui accueille à ce moment cette exposition dans laquelle je participe. Et dans un certain volet de ma présentation, je vais essayer d'expliquer d'une façon plus contextuelle les travaux que Paul Di Felice avait choisis pour cette exposition. En plus, aussi, je suis intéressé à développer cette idée qui est le concept du festival cette année, de cette édition. Rethinking Photography, repenser la photographie. Parce que je dirais que tout mon parcours a été une volonté de penser l'image et de penser avec l'image. C'est-à-dire, l'image, pour moi, n'est pas seulement une question esthétique, plasticienne, une façon de représenter le monde, mais c'est surtout une façon de penser visuellement notre environnement, de penser notre société, de penser notre histoire. Et pourtant, l'image prend une importance, une dimension, je dirais presque anthropologique et politique. C'est-à-dire que l'image n'est pas seulement une médiation entre nous et le monde. Aujourd'hui, l'image construit le monde et pourtant, elle est capable de formater, de modeler notre conscience. Bill Gates avait dit, si quelqu'un veut contrôler les esprits, il faut contrôler les images. Et alors, il a acheté l'agence photographique la plus grande qui existait à l'époque. C'est-à-dire que l'image est beaucoup plus importante, qui dépasse, si vous voulez, les scènes artistiques, qui dépasse la communication. C'est quelque chose qu'aujourd'hui nous offre une vie parallèle. C'est-à-dire, comme Alice dans le Pays des Merveilles, il y a l'écran et parfois une partie de notre expérience se passe à un côté de l'écran ou à l'autre côté de l'écran. On a probablement subi cette expérience pendant les confinements du Covid, où les fenêtres au monde, ce n'étaient plus des ouvertures physiques sur la rue, mais les écrans de nos ordinateurs, de nos tablettes, de nos cellulaires, qui nous permettaient d'accéder à la réalité, à la communication, au travail, aux loisirs, etc. Donc, je répète, aujourd'hui, penser l'image est plus importante que jamais. Et un élément absolument déterminant serait que les conflits, c'est-à-dire dans l'économie, dans la politique, dans les militaires, les batailles, aujourd'hui, ne se gagnent pas avec les tanks et les missiles, se gagnent avec l'image. Donc, le contrôle du récit, le contrôle de l'image et l'obsession de n'importe qui veut gagner une cause. Godard avait dit « Une cause sans image n'est pas seulement une cause oubliée, c'est une cause perdue ». Donc ça, si vous voulez, donne l'entourage, les contextes dans lesquels je vais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas parler dans un ton académique, je ne suis pas académicien, je suis un artiste, donc je vais vous présenter si vous voulez, un discours d'artiste qui sera plutôt visuel. Je vais laisser que les images parlent et je vais ajouter des commentaires, je vais placer, contextualiser les images. D'accord ? Alors, repenser la photographie implique, comme je dis avant, repenser notre position aujourd'hui dans le monde. Et bien sûr, il y a beaucoup de chemins possibles. Je vous propose cette dualité, cette dichotomie,
parce qu'il implique la confrontation entre des concepts d'origine arabe, l'alchimie, vous avez la définition d'après Wikipédia, et algorithme. À mon avis, ces deux concepts impliquent un certain mystère, une magie. Il y a la magie de la chimie, la magie, si vous voulez, de l'obscurité, de ce qui est énigmatique, qu'on ne connaît pas tellement, l'alchimie ancienne, et par contre, une sorte de magie contemporaine qui est cette technologie qui nous dépasse. C'est-à-dire cette black box, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais avec l'intelligence artificielle, avec les algorithmes, on arrive à obtenir des résultats absolument bouleversants, absolument étonnants. Donc, nous sommes en train d'expérimenter cette transition de l'alchimie à l'algorithme. Et en faisant ça, je vous présente déjà une installation d'une artiste espagnole, Ana Soler, qui en 2019 avait présenté à Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne, cette installation qui s'appelait Capodano. En galicien, ça veut dire au revoir. Et je la trouve intéressante par sa richesse symbolique et ambiguïté. Vous voyez, c'est-à-dire, comment on dit les coffins en français, les cercueils, merci, où il y a des images imprimées, mais on ne sait pas si ce sont des images qui entrent dans les cercueils ou des images qui sortent du cercueil. D'accord ? C'est-à-dire que d'un côté, elle pourrait représenter la mort de la photographie, mais aussi sa résurrection, comme le phénix renaissant de ses cendres. Bon, je suis optimiste. Je vais penser que c'est ce sort de résurrection. La photographie a vécu beaucoup de conflits. On a donné des sentences de mort très souvent, mais elle a été toujours capable de se régénérer et montrer des capacités de réaction, de création, de s'adapter, de résilience et nous servir pour reconnecter avec un certain monde, avec une certaine contemporanéité. Bon, voilà la première photo qu'on conserve encore, la photo de Niepce. Les historiens ne sont pas d'accord si elle était faite en 1826 ou 27. C'est pour ça qu'en France, ils vont célébrer le bicentenaire pendant les 2 ans, avec 200 activités, expositions, etc. Donc, c'est une image mystérieuse. Elle se trouve à l'original au Harry Ransom Research Center de l'Université de Houston, à Austin. J'ai visité ces centres de documentation et j'étais assez déçu quand je suis confronté avec l'image parce qu'on ne voit rien. C'est-à-dire, c'est un miroir. Et ça dépend de la façon comme l'éclairage ou la lumière affecte l'émulsion qu'on arrive à découvrir les paysages que Niepce avait pris de la fenêtre de sa chambre. Et après, on dit 8-10 heures d'exposition avaient pris cette prise de vue, cette héliographie, les toits de maisons qui entouraient son demeure. Alors, pour moi, ça serait l'exemple de cette photographie alchimique. C'est le résultat de réactions chimiques, de matériaux un peu bizarres, et finalement, avec la combinaison de toutes ces sortes de possibilités, on arrive à fixer une image. Alors, j'aimerais confronter ces résultats avec ce qui serait l'image algorithmique, l'image qui est déjà pas les résultats, pas les fruits de la chimie et la lumière, mais plutôt des algorithmes et des données. Voilà. Ça, c'est une image que j'avais fait moi-même au début des années 2000 dans une série que j'appelle Googlegram, c'est-à-dire d'images construites à partir
du moteur de recherche Google. Et c'est la même image qu'on a vue. Voilà l'explication. C'est la même image faite par Niepce, mais refaite avec un logiciel de photomosaïque qui fragmente l'original dans un nombre à décider de tesselles, une réticule de petites photos. Par exemple, ici, c'est 10 000 photos, qui connecte, qui branche l'ordinateur à Internet, et parmi la recherche de Google, on tape quelques mots de recherche comme critères de recherche. Ici, c'était photo, écrit avec PH, et photo avec F. De cette façon, on entre dans des univers linguistiques très divers, l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien, etc. Et toutes les images qui sont présentes à Internet à ce moment récomposent, comme une texture de mosaïque, une réticule, l'image qu'on avait à l'origine. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 photos au moment de faire cette expérience qui étaient présentes, qui étaient accessibles. Alors, en faisant ça, comme vous voyez, on arrive à représenter tout l'univers de la photographie, presque 2 ans plus tard de la photo de Niepce. Ici, on voit des photos de portraits, on voit des mariages, on voit des photos de reportages, photos de guerre, photos de mode, photos pornographiques, photos industrielles, photos commerciales, photos publicitaires. Tous les domaines de la photographie, toute la richesse de l'univers photographique a été condensée dans cette image monumentale, dans cette image embryonnaire. Voilà. Donc, vous voyez les antipodes. La photographie comme alchimie, la photographie comme algorithme. Moi aussi, j'aime parler de la photographie et la post-photographie. Et qu'est-ce que c'est la post-photographie? Bon, je dirais que la photographie est le résultat des forces historiques, culturelles, économiques, etc. La photographie est née au XIXe siècle, pendant la révolution industrielle, la culture technoscientifique, les moments où l'idée d'archive, l'idée d'identité devient très importante dans la société occidentale, etc. Et la photographie, c'est un moyen orthopédique de transmettre toutes ces sortes de valeurs. Donc la photographie n'était pas innocente, la photographie est née avec un péché original. Et parfois, le rôle de l'artiste, le rôle du photographe a été justement être conscient de ce péché original et soit l'accepter, soit le combattre. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'après 150, 200 ans après, la photographie garde encore sa carcasse, sa façade, mais toutes ces valeurs qui étaient les fondements idéologiques ont disparu. Par exemple, la vérité, la mémoire. Aujourd'hui, ce ne sont pas des valeurs attachées déjà à l'image photographique. Par contre, il y a la connectivité, il y a la communication, l'acte célébratoire de faire les photos, etc. Non? Mais il y a plein d'éléments que, à mon avis, justifient la conscience qu'on est déjà dans une autre période, une période post-photographique, où l'image a une nouvelle condition, où nous sommes dans un autre régime de visualité. Alors, je vais vous donner quelques repères très simples. Ça pourrait être beaucoup plus complet. Mais par exemple, les premiers éléments à considérer, c'est, si vous voulez, la massification d'images, l'énorme production d'images qu'on fait aujourd'hui. Vous êtes en train de voir l'installation d'un artiste néerlandais, Erik Kessel, qu'en 2011, au musée Foam de Amsterdam, avait présenté une installation dont le titre était Photography in Abundance, ou 24 Hours Photos. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait downloadé, il avait récupéré toutes les photographies téléchargées dans les portails Flickr pendant un jour, pendant 24 heures. Il y en avait à peu près 1,5 million. Alors, il a fait des tirages à la taille, à dimension de carte postale, et il a jeté 1,5 million de photos sur la salle, les différentes salles du musée. Alors,
c'est ça qu'on retrouve, ces sortes de paysages, de montagnes, d'accumulation d'images. Alors, on va faire une petite réflexion. Si on va dédier une seconde à regarder chaque image, il nous faudrait une semaine pour regarder toutes les images qui ont été téléchargées à Flickr seulement un jour. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre un paradoxe. On fait des photos comme on n'aura pas le temps de les regarder. Donc des photos qui deviennent, entre guillemets, invisibles, qui ne sont pas productives dans le sens que l'information qu'ils seraient capables d'apporter n'est pas valable pour personne parce que nous n'avons pas matériellement le temps de consommer ces images. Je parle de Flickr, mais si on ajoute, je ne sais pas, TikTok, Facebook, Instagram, etc., imaginez-vous. C'est-à-dire qu'il y a une telle production d'images qu'on arrive à un paradoxe bouleversant mais poétique. Vous vous rappelez probablement du conte de Jorge Luis Borges qui parle d'un empire où les cartographes arrivent à obtenir un tel degré d'excellence qu'ils sont capables de faire une carte qui correspond exactement avec la surface de l'empire, c'est-à-dire une échelle 1 to 1. Alors, c'est un paradoxe parce qu'une telle carte ne serait pas utile. Ce qu'on exige à une carte, c'est de synthétiser, c'est de nous donner l'information la plus pertinente. Pas toute l'information va nous noyer. Ça ne servira à rien. Bon, donc on a dépassé cette situation. Si les photographies représentent cette nouvelle cartographie du monde, aujourd'hui, Borges serait absolument étonné parce que dans notre empire aujourd'hui, la cartographie ne correspond exactement avec l'empire, mais le dépasse beaucoup la possibilité de donner des informations. Bon, alors, cette prolifération serait un élément. Quand il y a une telle quantité d'images, l'image se dévalue. Ce n'est pas la même chose quand c'est quelque chose de précieux, quand il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que la quantité, d'un côté, va socialiser, va démocratiser l'image, mais de l'autre côté, va la rendre plus banale. Un autre élément important, l'image est un objet. L'image est quelque chose qu'on a dans la main, qui a un poids, qu'on peut la déchirer si on veut. C'est un objet, l'image est objet. Il y a une dimension matérique. Alors cette dimension matérique, d'habitude, a comporté, a inclus si vous voulez, un certain esprit spirituel, magique, de remplacement de la réalité. C'est-à-dire une image, surtout une image photographique, parce qu'il y a un lien physique entre l'objet, la lumière émise par l'objet et l'image qui reçoit cette lumière comme empreinte, c'est-à-dire qu'il y a un lien physique, c'est un index en terminologie de la sémiologie. Donc, l'image photographique remplace symboliquement l'objet représenté. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train aussi de perdre, parce que l'image se dématérialise. L'image numérique, c'est une image qui garde l'âme, mais a perdu le corps. Il n'a plus de chair, il n'a plus de sang. C'est l'information dans un état absolument immatériel, qui existe sur l'écran, qui existe sur mon ordinateur, qui existe un peu partout, mais elle n'est pas tangible, on ne peut pas la toucher. C'est-à-dire qu'il y a une autre nature, une autre essence ontologique de l'image. Et ça, c'est complètement différent. Ce que vous voyez, c'est une anecdote que je trouve étonnante et très intéressante. C'est ce qu'on appelle en anglais flat daddies, ou flat mommies. Il paraît qu'en 2006, pendant la guerre au Moyen-Orient, les États-Unis avaient déployé l'armée en Irak et en Afghanistan, et la campagne militaire s'est prolongée plus que prévu. Alors les psychologues de l'armée ont constaté que l'absence des soldats
pendant ces longues campagnes, provoqué chez les familles un sentiment d'inquiétude et de vide. Et alors, ils ont proposé qu'un moyen d'atténuer ces sentiments était d'envoyer aux familles une photographie grandeur nature, en découpage, des soldats, afin de pallier l'absence du père ou du mari. Donc, les familles recevaient chez eux les portraits de lui, et les vacances, les fêtes de Noël ou les petits déjeuners, etc. Ça ne passait pas avec la personne physique, mais avec sa photo. Donc ça explique d'une façon assez très contemporaine cette dimension encore aujourd'hui valable. L'image est un remplacement symbolique de ce qui n'est pas présent. Un autre exemple que j'aime beaucoup. Pendant la pandémie en Italie, un prêtre appelé Giuseppe Corbari, qui était le prêtre de la paroisse de Roviano, près de Milan, célèbre une messe dans une église vide où les paroissiens ont été remplacés par leurs portraits. Et apparemment, Dieu n'y voyait aucun inconvénient, c'est-à-dire que tout était correct. Un autre élément post-photographique, l'émergence de l'homo photographicus. Après l'homo sapiens, il y a l'homo photographicus. Non? Et cette dichotomie, cette confrontation d'images, c'est très clair, hein? C'est très éloquent. 2005, place Saint-Pierre, au moment de la proclamation du nouveau pape. Et en 2013, encore le même endroit, la même perspective, un autre pape. C'est quoi la différence? Ici, les gens n'attendent pas d'une façon impassible. Tout le monde prend le téléphone, le cellulaire et fait une photo. C'est quoi ces gestes-là? Ce n'est pas la volonté de documenter l'espace, c'est une façon de célébrer. C'est-à-dire faire une photo, aujourd'hui, implique une façon de rendre consciente l'importance d'un événement. Aujourd'hui, il y a ce qu'on peut appeler l'événement photo. C'est-à-dire la photographie n'est pas un acte qui va suivre l'événement. La photo, l'image est incrustée et soldée à l'événement. Un autre aspect, je dirais, très important, c'est par exemple les selfies. Les selfies est un genre photographique typiquement de notre époque. C'est un bon exemple de la post-photographie qui est très intéressant parce qu'il implique une façon de problématiser ce qui signifie les documents photographiques. Dans un document photographique, nous sommes en train de manifester, de constater, d'enregistrer un certain événement, un certain objet, une certaine personne, etc. Et Roland Barthes, par exemple, nous avait proposé que l'ENOM, c'est-à-dire l'essence du document photographique, de la photographie comme témoignage, était ça a été. C'est-à-dire une image nous montre quelque chose qui était en front de l'objectif, face à l'objectif. L'objectif de l'appareil photo. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas intéressé à montrer la réalité, mais par contre, nous sommes intéressés à nous montrer nous-mêmes dans un certain contexte de réalité. C'est-à-dire qu'ici, les gens ne vont pas photographier Hillary Clinton en train de faire son débat avec Donald Trump. Ils sont en train de se photographier avec Hillary Clinton comme un fond. Mais c'est un autoportrait. Alors, plus que montrer un sujet, c'est notre inscription qui est importante. Une inscription dans le temps et dans l'espace. Une inscription dans l'histoire et dans la géographie. Et finalement, une image de 2019, l'image, soi-disant une photographie d'un trou noir, qui a été faite par la docteure Cathy Bauman du Massachusetts Institute of Technology, en utilisant l'Event Horizon Telescope, qui a été une coordination des 12 radiotélescopes à haute puissance à travers le monde. Alors ça, c'est une image, si vous voulez, impossible. Un trou noir est par définition invisible. Et par contre, on a été capable,
par moyen de l'intelligence artificielle, d'arriver à donner une visualisation qui correspond pas à ce qu'on pourrait regarder d'une façon rétinienne, mais à ce qui se passe, les trous noirs, pourraient être compris avec nos paramètres visuels. Bon, alors ça serait une façon où l'intelligence artificielle commence à nous aider à découvrir ce qui est au-delà du visible, au-delà du rétinien. Bon. Après cette introduction, je commence avec quelques exemples, quelques travaux. Et, excusez-moi, encore une petite parenthèse. Il y a un concept qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi comme phénomène contemporain, c'est l'iconophagie. L'iconophagie, c'est-à-dire l'acte, le rituel de manger des images. Dans l'histoire, l'iconophagie a été, comme je dis, un rituel pour des raisons de religion ou de médecine, mais qui après a été reprise par beaucoup d'avant-garde artistique. Par exemple, les Italiens, les futuristes, ils ont parlé, ils ont fait un manifeste de la cucina futuriste, c'est-à-dire que manger, c'est une façon de créer. Mais nous avons arrivé à un philosophe, un théoricien de la communication brésilienne, Norberto Boitelho Jr., qui était en contact avec Willem Flusser, qui a été aussi un théoricien très important, qui a vécu au Brésil pendant longtemps, qui nous parle de l'âge de la iconophagie. Et il nous dit qu'aujourd'hui, un des éléments qui explique notre situation culturelle, politique, c'est justement le fait que pas seulement on mange des images, mais les images nous mangent, nous dévorent. Et qu'on a arrivé à le paroxysme que les images se mangent entre elles. Alors, je vais essayer d'illustrer ces concepts avec quelques projets. Je commence avec une série que j'appelle Gastropoda. Gastropoda est le genre qui regroupe, disons, dans la taxonomie zoologique, les escargots. L'escargot est considéré comme un symbole lunaire et sa dimension symbolique est très riche en interprétation, bien que généralement il est associé à l'idée de transformation, à l'idée de transformation continue. Et cette idée de transformation, de métamorphose, c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer à l'image. Alors, je vous explique l'origine de ces projets. Dans tous mes projets, il y a, si vous voulez, un élément biographique, un élément anecdotique, mais qui s'attache à mon expérience personnelle. Je n'habite pas à Barcelone en ville, mais en campagne, dans une région très humide, j'ai ma maison, et la boîte aux lettres est dans les chemins. Alors, si moi je suis en voyage, il y a les facteurs qui arrivent, qui déposent les lettres, la correspondance, mais tout de suite, il y a les escargots qui arrivent et mangent les papiers. Bon. Au début, j'étais un peu énervé, mais j'ai compris tout de suite que les escargots mangeaient des factures que je ne vais pas payer. Et en plus, la plupart de ma correspondance était des cartons d'invitation, d'exposition, de musées, de galeries, que d'habitude reproduisent une œuvre dans l'exposition. Donc, je réfléchis et j'ai trouvé que c'était une idée intéressante, parce que ces escargots étaient des artifagos, c'est-à-dire des mangeurs de l'art. J'ai dit, tiens, c'est bien que les escargots se nourrissent avec de l'art. Alors, je laissais les escargots faire sa vie avec sa voracité. Alors, je laissais les cartons d'invitation et de temps en temps, je vérifiais le travail qu'ils avaient fait. Et alors, il avait des résultats intéressants parce qu'ils travaillaient par soustraction. D'habitude, la création d'images, c'est par addition. On commence avec une page blanche et avec les traits d'un crayon ou d'un pinceau, on commence à ajouter des éléments pour construire l'image. Ici, on a déjà une image construite et c'est les escargots qui, par soustraction, enlèvent des morceaux de cette image jusqu'à arriver aux entrailles du papier. Alors, j'ai trouvé ça une façon de montrer cette, d'un côté, iconophagie, c'est-à-dire les escargots qui mangent des images, qui mangent de l'art, mais aussi cette idée de métabolisme, le fait que les images ont une biologie. Les images vont naître, les images vont grandir, ils vont arriver à la vieillesse, à l'agonie, ils
vont mourir pour réinitier ces cycles de vie, ce cycle biologique. Et j'ai trouvé ça un symbole poétique intéressant, de telle façon que quand je présente cette exposition, cette installation, par exemple ici c'est un musée en Espagne, Artium, en 2013, et je place dans les centres de la galerie, de la salle, un terrarium. J'emprunte des cartons d'invitation du musée, d'exposition précédente, et j'amène des douzaines d'escargots sauvages qui, pendant le temps de l'exposition, ils sont en train de manger, de travailler, de faire un travail artistique pour moi pendant cette période. Alors, de temps en temps, je vérifie qu'est-ce qui s'est passé, et quand je suis satisfait avec le résultat, j'enlève ce qui est en déchet, ce qui est vraiment pourri. Je fais une reproduction, je fais un grand tirage, j'ai un cadre, un éclairage, une légende, etc. Et je donne à ce qui est tout simplement des déchets une mise en valeur qui devient une œuvre. Donc il y a ici aussi une réflexion ironique sur qu'est-ce que c'est l'œuvre d'art. C'est-à-dire, ça dépend d'un contexte. Dans les terrariums, c'est rien. Mais dans un contexte, si vous voulez, artistique, culturel, ça prend une dimension complètement différente. Mais aussi, il y a un autre aspect intéressant, c'est que cette situation post-photographique nous fait repenser la condition d'auteur. C'est qui l'auteur de ces images? Les escargots, au moins, tous ensemble, c'est un travail de collaboration. Alors, si vous me demandez, je dirais que c'est moi l'auteur. Pourquoi? Parce qu'on est dans un stade, dans un moment où l'important n'est plus la fabrication de l'image. La fabrication de l'image est tellement simple aujourd'hui avec les technologies desquelles on dispose. Par contre, ce qui est important, c'est la construction de sons, de significats. C'est-à-dire de quelle façon on projette sur l'image ces valeurs, ces sens, cette intention. Donc, je dirais qu'il faut faire cette différence entre l'artisanat et l'art. L'art, c'est une question d'intention, de volonté, d'expression. Et par contre, ce qui est l'artisanat, c'est la fabrication, la production strictement matérielle. Dans l'exposition, en plus, il y a, comme vous voyez, une vidéo qui montre, parce que parfois les visiteurs n'ont pas le temps de rester très longtemps et constater le travail des escargots, il y a une vidéo qui montre en détail comment les escargots sont vraiment en train de manger toutes ces sortes de cartons de reproduction d'art. Et ce qui est intéressant comme point final, c'est qu'à la fin de l'exposition, j'invite les travailleurs, les fonctionnaires du musée et mes amis artistes du coin, et on mange les escargots qu'on a mangé de l'art. De cette façon, on ferme les boucles, on ferme les cycles. C'est-à-dire que tout est un grand éloge du slow food, c'est-à-dire de manger doucement, de manger comme les escargots, avec toute la tranquillité. Un autre projet, Trauma, si on pense à l'histoire de la photographie, on pourrait dire que la plupart des images qu'on a dans la tête, par exemple, penser les images que, à votre avis, peut résumer le XXe siècle. On va penser à la photo de champignons d'Hiroshima, la guerre de Vietnam, les drapeaux d'Iwo Jima, etc. Il y a vraiment la Kappa, les miliciennes mortes, etc. Il y a des images qui, tout le monde, je dirais, que sont dans un patrimoine collectif. Et je dirais que le commun dénominateur de ces images, c'est qu'ils représentent des moments tragiques, des moments de conflit, de guerre, de souffrance, de mort, de trauma. C'est-à-dire que l'histoire de la photographie, on pourrait la considérer l'histoire du trauma humain. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'image photographique ne montre pas seulement les traumas humains, mais les traumas de l'image elle-même? Depuis quelques ans, je m'intéresse à visiter des archives historiques, des archives photographiques. Il y a toujours des images endommagées. Des images que, à cause de mauvaises conditions de conservation, à cause de la moisissure ou à cause de champignons, etc., elles perdent
l'information, elle commence à se détacher de la réalité, de la représentation, et devient quelque chose qui montre ce qu'on pourrait considérer une maladie. C'est-à-dire qu'il y a des images malades, des images souffrantes, des images traumatiques, des images qui souffrent un trauma. Par exemple, ici, c'est une image que j'avais trouvée dans un archive mexicain sur la révolution mexicaine, un moment d'une exécution. Mais la plaque en vitre, les éléments organiques qui composent l'émulsion photographique commencent à se décomposer. Et alors, ici, il y a c'est double, une sorte de palimpseste entre l'information sur l'événement historique, mais l'information sur la condition métamorphose, mutante de l'image elle-même. Ça, c'est par exemple des portraits de présidente de la République cubaine au début du XXe siècle, où, je ne sais pas vous, mais j'arrive à rien voir. C'est-à-dire l'image ne reste que de déchets, les ruines de ce qui était un portrait. Mais il n'y a aucune référence au réel déjà, on a perdu. Et par contre, il y a seulement la référence aux résidus chimiques de la photographie elle-même. Qu'est-ce qui se passe quand la photographie perd ses rapprochements avec la réalité, qu'elle devient un fantasme? C'est-à-dire que je m'intéresse, je suis un chasseur de fantasmes photographiques. Mais il y a aussi des autres considérations intéressantes. Par exemple, ici, la photographie, une plaque en négatif dans forêt, c'est-à-dire un paysage, mais c'est un paysage sur lequel se superpose un autre paysage. D'un côté, le paysage visuel, le paysage du forêt, mais aussi le paysage de bactéries, un paysage biologique. Donc, il y a encore ce sort de pentimento, ce sort de duplication d'informations. Ou encore, si vous voulez, des images endommagées qui nous parlent du cancer, de la maladie. Mais encore plus intéressant que ça, la photographie est un dispositif de mémoire, ou la photographie a été jusqu'à maintenant un dispositif de mémoire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la photographie perd la mémoire, quand la photographie devient amnésique? C'est comme si la photographie souffre l'Alzheimer. Mon père et ma suegra, ma belle-mère, ont souffert l'Alzheimer. Donc, ça a été une maladie qui m'a touché proche. Alors, j'ai toujours pensé que cette série trauma, c'était une façon de compenser cette idée de perte de mémoire. Ou par exemple, ces sortes de réticules qui m'a fait penser à la technique zen du japonais, le kintsugi, les cicatrices, les blessures de l'image. C'est dans la blessure l'endroit où la lumière pénètre. Bon, ce sont, si vous voulez, les coordonnées de ces projets. Mais tout d'un coup, le ministère de la Culture italien m'a invité à travailler dans les musées nationaux et qu'ils ont à peu près 7 millions d'images. Et tout de suite, j'ai demandé, est-ce que vous avez des photos endommagées? Première réponse toujours, non, non, ici tout est très bien conservé, tout est très bien classé. Mais, bon, d'accord, bien sûr, je ne doute pas. Mais on va boire une bière. À la troisième bière, il commence à reconnaître que oui, que dans un coin, il y a une boîte qui a souffert une inondation, etc. Mais bon, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je commence à m'intéresser par cette collection. Et il y a toute une histoire fantastique. C'était des photos de jeunesse d'un diplomate et militaire et politicien appelé Francesco Chigi Albani della Rovere, qui, parmi sa carrière professionnelle, il était passionné par la nature. Il avait été le fondateur du Jardin zoologique à Rome. Il avait constitué plusieurs fondations ornithologiques et donné des bourses pour l'étude de la nature, etc. Et pendant sa jeunesse, quand il avait 18-20 ans, il avait fait beaucoup de photographies de paysages des Alpes italiennes, des Alpes suisses, des photographies stéréoscopiques. Et c'est ça, cette collection de photographies stéréoscopiques, qui était une donation de la famille à sa mort dans les années 50, qui a été endommagée à cause d'une inondation.
Alors j'étais très curieux. Et alors j'ai trouvé ces sortes de trésors, des images d'un romantisme fantastique, ou ces sortes de maladies, hein, c'est comme cosmique, hein, c'est comme galactique, et qui nous donne encore la poésie de la décadence. Mais dans ces cas, ce sont des images de cette série, de cette archive. Hein. Vous voyez, c'est la matière qui va nous intéresser, la poussière. Hein. L'image, la représentation, l'attachement au monde se perd, et par contre, c'est la nature même de la photographie, sa propre condition, qui est mise en valeur. Mais toujours dans cette dialectique entre ce qu'on est encore capable de reconnaître, les sapins, les montagnes, etc., et ce nouveau paysage qui est en train d'envahir l'image originale, en faisant toutes ces sortes d'accidents. Voilà. Et alors ici, pour ceux qui sont intéressés à l'histoire de l'art, il y a probablement une pièce des avant-gardes très iconiques qui nous tombe dans la mémoire. C'est l'élevage des poussières Duchamp, photographié par Man Ray en 1921, où Duchamp, qui appelait aussi cette œuvre les grands-pères, a laissé tout simplement que la poussière se dépose d'une façon lente pendant 2 mois et compose un jardin de poussière. Bon, alors, cette idée du grand-père et du jardin de poussière m'a inspiré. Duchamp avait un grand-père, moi j'avais des petits verres, les petits verres des plaques stéréoscopiques, hein, mais quand même, elle gardait aussi ces jardins de poussière. La poussière était la manifestation encore de micro-organismes qui allaient manger la gélatine de la photographie. Donc, j'ai demandé à des chercheurs en biologie de l'Université de Barcelone d'étudier c'était quel l'organisme qui était en train de manger la mémoire, de faire cette iconophagie. Alors, on a travaillé avec un microscope électronique et des experts, des spécialistes dans la biologie et les bactéries, et on arrivait à déterminer les noms de ces agents qui mangent la mémoire. Voilà. Mais alors, pour moi, ce n'était pas assez. Je ne voulais pas seulement les noms, je voulais les portraits d'identité. Et voilà, vous avez ici les portraits de ces éléments bactériologiques qui produisent disons, la mort, la disparition de l'information photographique. Alors, avec les images du microscope électronique et des images de détails de la poussière, j'ai composé ces sortes de diptyques que j'ai présentés comme des œuvres dans une galerie, dans ma galerie à Barcelone. Ça, c'est une image de l'installation. Mais ce n'était pas seulement à ce moment. Vous savez que j'aime m'amuser et j'aime manger. Donc, dans ces cas, j'approchais un chef 3 étoiles Michelin, Jordi Roca, du Saller de Can Roca, un restaurant qui a été plusieurs ans considéré le meilleur du monde. Et je lui ai demandé de collaborer avec moi. Alors, je lui ai expliqué les projets. Il y a de bibites, il y a des micro-organismes, des champignons microscopiques qui mangent la photographie. Alors, il faut faire quelque chose en haute gastronomie qui représente une métaphore de cette situation. Alors, je lui ai filé les archives de mes images et il a imprimé les images sur des pâtes de biscuits et avec une sauce de champignons, pas des champignons, mais des champignons biologiques, mais des champignons à manger dans la cuisine. Il a fait tous des agrandissements de photographies que dans la galerie, les gens pouvaient disons, décrocher et manger, dégoûter. Voilà. C'est-à-dire qu'encore l'iconophagie. Bon, ça serait 2 exemples de cette photographie en rapport à l'alchimie. On change et on arrive à l'algorithme. L'algorithme, c'est quelque chose typique du
XXI siècle, mais on pourrait l'attacher avec des recherches et des démarches du 19e, par exemple, avec toute l'eugénie de Bertillon, Galton, Cesare Lombroso, etc., qui ont commencé à composer des datasets, c'est-à-dire des grandes archives avec beaucoup d'informations sur les visages, sur ce genre de choses. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la même démarche, mais avec des technologies plus sophistiquées. Alors, par exemple, je vais vous montrer un projet qui rend un hommage justement à Bertillon, mais qui commence, par exemple ici, j'avais trouvé l'archive d'un journal espagnol dont le titre était La Prensa, qui a été publié à Gijón, dans le nord de l'Espagne, entre les années 1930 à 1940. Alors, le directeur, Carlos Alonso, était collectionné des portraits de personnalités qui, à un certain moment, pourraient devenir les protagonistes d'une nouvelle. Alors, il faisait des albums où les personnages étaient catalogués, bien sûr, par son nom, mais aussi sa procédance, nationalité, occupation, profession, etc. Alors, il nous a laissé un album de célébrités. Alors, j'ai eu accès à cette archive de milliers de portraits collés, en faisant ce genre de collage fantastique. Alors, avec une copine, une artiste, une collègue, Pilar Rosado, qui est aussi très compétente dans le domaine de la technologie et l'informatique, on a commencé à travailler avec algorithme GAN, G-A-N. Ça veut dire Generative Adversarial Network. C'est une technologie qui est déclenchée par un informaticien montréalais, canadien, en 2016, et qui consiste à utiliser des algorithmes qui vont travailler en parallèle. Un algorithme qui est générateur et un algorithme qui est discriminateur. C'est-à-dire qu'on va scanner toutes les images de cette archive, de milliers d'images, et l'algorithme doit essayer de trouver des patrons, des éléments qui se répètent. D'accord ? Alors, d'un côté, l'algorithme générateur commence à faire d'une façon random, d'une façon, disons, par hasard, des combinaisons de pixels. Et l'algorithme discriminateur, quand les résultats s'approchent aux originaux, garde ces résultats comme la base pour les prochains essais. Alors, pour un système de trial and error, d'essai et erreur, après des semaines de travail, de processement, on ne peut pas faire ça avec un ordinateur domestique, il faut travailler avec un superordinateur. Et Pilar et moi, on s'est branchés à l'ordinateur de l'Université de Barcelone. Alors, pendant 1 mois et demi, l'ordinateur a fait tchoup, 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 et finalement, il arrive à faire ces séries d'images. Alors ici, vous voyez les processus d'apprentissage. Au début, il n'y a que de couleurs. Petit à petit, il y a la texture. Après, il y a des formes. Chaque fois, on s'approche au portrait. Et il y a dans cette éducation, dans cet apprentissage, chaque fois des résultats qui nous rapprochent aux originaux. Et finalement, on arrive après un mois et demi, à aboutir des portraits qui sont de photos de personnes qui n'existaient pas, mais que, ce qui est important, sont présentés avec les mêmes esthétiques, avec la même qualité, avec la même aura des originaux, c'est-à-dire des images des journaux des années 40, etc. C'est-à-dire que si on mélange ces photos avec les originaux, même un œil averti aurait la difficulté pour arriver à identifier qu'est-ce que c'est original et qu'est-ce que c'est fake. Mais ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que dans ces processus, que dans ces cas, nous a pris 1 mois et demi, l'algorithme a repris toute l'histoire de l'art. Parce que si on commence au début, on voit des images qui peut-être ressemblent préhistoriques, Altamira, Lascaux, etc. Après, il y a l'art roman, de Pantocrator. Après, on arrive, je ne sais pas,
à l'art contemporain, à Bacon, Picasso, etc. C'est-à-dire qu'on retrouve des images avec, en parallèle, avec une proximité, avec des modèles de représentation artistique qu'on a déjà dans notre expérience, dans notre mémoire. Donc, c'est intéressant dans cet aspect. Mais c'est la première série que Pilar Rosado et moi, nous avons fait pour tester cet algorithme GAN. C'est-à-dire qu'on partait d'un dataset, d'un archive d'images, et à partir de ces images, on était capable de générer encore des images dans le même esprit. Je vais aller vite parce que je commence à épuiser mon temps. Ici, dans cette nouvelle série, je départ des illustrations scientifiques de les siècles des Lumières. Pour moi, ça a été une période aussi importante parce que vous pensez en 1700, il y a toutes les grandes expéditions scientifiques où les naturalistes, les explorateurs voyagent un peu partout dans le monde et commencent à prendre une connaissance de ce qui était terra incognita. Non? Et alors, sur les bateaux, en plus des naturalistes, il y avait des artistes, des peintres, des illustrateurs, dont la tâche était de faire une chronique graphique de tous ces paysages inconnus, les espèces zoologiques, les plantes, les arbres, etc. Et alors, ces sortes d'illustrations scientifiques est aussi un précédent de la photographie. C'est-à-dire que les illustrateurs devaient reproduire la réalité avec une grande fidélité, avec les détails, avec l'exactitude. Il y avait cette prétention de représentation scientifique. Alors, j'imagine que ce qu'ils rêveraient, c'est d'avoir un dispositif qui ferait le même travail, mais d'une façon automatique, rapide et plus objective. Donc, dans leur tête, probablement, ils rêvaient déjà à les dispositifs photographiques qui arriveraient quelques décennies plus tard. Bon, en tout cas, par exemple, j'ai pris un album de James Bateman, qui était un botaniste britannique, qui a fait un livre, un atlas merveilleux sur les orchidées de Mexique et Guatemala, avec des illustrations des femmes artistes, Sarah Drake et Augusta Inés Withers. Alors, j'ai pris, par exemple, des modèles de ce sort d'atlas botanique et je refais ça en photographie, c'est-à-dire je fais une conversion, une métamorphose. Je ne sais pas si dans la distance vous êtes capable de vous apercevoir, mais à gauche vous avez un dessin et à droite vous avez une photographie. La texture, la qualité, le status iconique est complètement différente. De cette façon, j'apprends encore à l'algorithme qu'est-ce que c'est une orchidée. Et de cette façon, quand l'algorithme connaît les structures, la forme, la texture, etc., des orchidées, je peux lui demander de générer des orchidées où je vais. Par exemple, dans un jardin d'hiver, dans la forêt brésilienne, ou n'importe quoi. Parce que dans la mémoire de mon système informatique, il y a déjà ces patterns, cette structure qui correspondent à l'idée orchidée. Alors, ça, ce n'est pas si simple. Hein. Il faut, si vous voulez, une architecture un peu sophistiquée, mais qui va nous permettre d'obtenir des images d'une façon presque automatique, avec une qualité absolument photographique. C'est-à-dire que maintenant, moi, comme photographe, je peux sortir à mon jardin avec mon appareil photo et faire la photo directe d'un orchidée, ou je peux rester dans mon atelier face à mon ordinateur et demander à l'ordinateur de produire les orchidées que je souhaite avoir. Alors, à partir de ce système, je peux corriger, je peux modifier la lumière, la perspective, la morphologie, etc., à partir de réglages informatiques. Mais le système, si vous voulez, est le même. Encore un principe idéologique, un principe de génération de l'image. Change la mécanique, change la façon de production, encore la fabrication. Mais le système, c'est la même chose. On crée une image, l'image peut se créer d'une façon facile, mais l'important sera après, qu'est-ce qu'on fait avec l'image.
Alors, ce qu'on fait avec l'image, je vous montre dans la salle. Dans, je crois, c'est quel étage, Paul? 6e? Bon, il y a une salle, où vous allez trouver une petite sélection de cette série que j'appelle De Rerum Natura. De Rerum Natura, bien sûr, c'est le titre d'un poème de Virgile qui, c'est sur le plan de la philosophie d'Épicure, qui parle des anticipations. C'est-à-dire que notre intelligence est capable d'anticiper les concepts, l'image des choses. Alors, j'ai beaucoup aimé cette idée pré-socratique et ces séries rendent un hommage à ces sortes de pensées précoces. Alors, ici, c'est par exemple une expo que j'ai fait à ce moment dans un musée en Espagne. Ici, nous avons une petite sélection, mais qui donne déjà certaines idées de les principes qui vont nourrir ces projets. Alors, je vous ai parlé des algorithmes GAN, Generative Adversarial Networks. Maintenant, après une décennie d'utilisation de ce genre d'algorithmes, on est arrivé à notre niveau, c'est les algorithmes transformateurs text-to-image. C'est-à-dire qu'à partir des instructions de langage naturel, soit en parlant, soit en écriture, on peut demander à l'algorithme l'image qu'on souhaite avec tout simplement un prompt, c'est-à-dire des instructions. Et alors, cette idée de mélanger ou d'établir un dialogue entre les mots, la parole, le texte et l'image, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup du point de vue sémiologique, parce que le texte et l'image sont deux langages qui se complémentent. C'est deux façons de nous approcher à la réalité. C'est des fictions qu'on utilise pour se communiquer. Alors quand il y a cette sorte de dialogue entre le texte et l'image, c'est un terrain de recherche très intéressant. Alors, de quelle façon j'établis ces sortes de rapports? Donc, je ne donne pas moi-même des instructions. Je vais chercher des textes historiques, par exemple, des explorateurs du XVIIe siècle. Je pense, par exemple, à Louis-Antoine de Bougainville ou à plus tard Alexander von Humboldt, ou dans notre cas espagnol, à Bernabé Cobo, qui était un jésuite qui nous a légué, qui nous a laissé les premiers atlas de description de l'Amérique à ce moment, c'est l'histoire du Nouveau Monde, qui raconte avec un ton de merveillement toutes les découvertes. C'était quelqu'un qui procédait de l'Espagne profonde et que tout d'un coup, il se trouve en Amérique avec la grandeur de la nature, l'exubérance, etc. Et il est émerveillé, étonné, émerveillé. Et avec l'espagnol de ces périodes-là, qui est magnifique, il essaye de décrire avec la connaissance, avec son expérience de l'Europe, qu'est-ce qu'il est en train de découvrir, de regarder. Alors, j'utilise les textes historiques qui sont interprétés par l'algorithme. Et ces sortes de fruits merveilleux ou de plantes étranges, presque surréales, que l'algorithme nous offre. Alors, c'est ces sortes de jeux de comment ces descriptions du XVIIe ou XVIIIe siècle seraient interprétées par une intelligence technologique aujourd'hui, comme celle de ces sortes de transformateurs. Et je vais finir avec un projet plus récent que j'appelle Genesis IA et que justement fait une référence à la Genèse, le livre de la Bible, qui nous raconte les 7 jours de la création du monde et de la vie. Et alors ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'en utilisant les textes bibliques, c'est-à-dire la parole de Dieu, peut-être on peut faire une sorte de métaphore de considérer comme un Dieu ancestral, surnaturel, se confronte à le Dieu de la technologie contemporaine, qui serait l'intelligence artificielle. Ou même, d'une façon poétique, on peut spéculer sur l'idée de la création faite par Dieu, comme aussi en donnant les prompts pour
pour obtenir les mondes, la vie, etc. Ça a été un projet qui était une commande faite par la mairie de Barcelone qui organise tous les ans le Festival de la Lumière. Alors moi, on m'avait proposé de présenter une projection sur la façade du musée du design. C'est une façade d'à peu près une centaine de mètres, c'est-à-dire que c'était une projection extraordinaire. Dans un moment où les gens, c'était aussi une installation sonore parce que d'une façon, j'avais pris les textes de la Genèse en 12 langues différentes, l'espagnol, le catalan, l'anglais, l'italien, etc., mais aussi les chinois, les russes, les hébreux, l'arabe, etc., qui étaient reproduites en même temps et qui produisaient un effet aussi chaotique comme la tour de Babel, c'est-à-dire tous les langages. C'est-à-dire qu'on se promenait et il y avait un autre parleur où il y avait un idiome, mais de l'autre côté l'autre, et alors il y avait tout un changement. Donc c'était une expérience pas seulement visuelle, mais aussi audio, sonore. Alors, on ne peut pas reproduire ici l'effet. Alors, j'ai choisi seulement les textes en français. Alors, ce sont des images où... Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ma voix robotisée, capturée par vide. l'intelligence artificielle. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 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 Du bien et du mal, du bien, du bien, et du mal, et du mal, et du mal, et du bien, et du mal, 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 bien, et du mal, bien, et du mal, et du mal, et du mal, bien, et du mal, du mal, du bien, bien, et du mal, et du mal, et du bien, du bien, et du mal, et du mal, et du mal, bien, et du mal, et du mal, bien, et du mal, 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 et du mal. Voilà, à la fin, le Dieu est remplacé par ces parcs de Cerbère absolument puissantes. C'est-à-dire que c'est ça, Dieu comme matrix surnaturelle est peut-être remplacé par une nouvelle Deus et Machina. Et avec ça, je vais finir en disant encore un petit élément. Dans les Hébreux original, la Genèse utilise le verbe bara en hébreu, que dans l'Ancien Testament n'admettait qu'un seul sujet, Dieu lui-même. Alors, les latins n'avaient pas d'aucun équivalent. Et le traducteur a eu un recours au verbe creare, qui a à l'origine signifiait uniquement engendrer et nommer. C'est de là qu'est né creatio, un mot très rare qui n'avait jamais été associé aux arts. Et c'est là que réside l'origine de, justement, création artistique. J'aimerais finir avec les tableaux encore, l'iconophagie, en ce cas de Goya, et une phrase qu'il avait écrite qui dit « Les rêves de la raison produisent des monstres ». On est dans un moment où la monstruosité est ailleurs. Alors je pense que notre responsabilité comme artiste, notre responsabilité comme citoyen, c'est faire en sorte que les rêves des monstres produisent de la raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johan. Je pense qu'il y a probablement des questions. Tu es prêt à répondre à des questions par rapport à ce qu'il nous a présenté? Est-ce que c'est toujours difficile la première question, mais Pierre, voilà. Oui, alors, Juan, je me suis amusé cet après-midi à travailler avec ChatGPT sur Donald Trump.
Vous savez sans doute, si vous suivez ce qui se passe aux États-Unis, que le gars est en train de censurer toutes les chaînes de télévision. Encore hier, il a fait virer un comédien, justement, qui avait une émission satirique. Et donc, je me suis pensé qu'effectivement, entre Trump et Poutine, il y a des ressemblances. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de faire un tableau de Donald Trump dans l'Oval Office, avec au fond, au lieu de placer Jefferson et Washington, de placer Staline. Et j'ai demandé à ChatGPT de générer une image. Et il m'a dit, je ne peux pas faire ça. C'est impossible. Alors j'ai continué, j'ai dit, est-ce que tu peux me faire un tableau de Macron à l'Élysée avec Robespierre? Il a réussi à faire l'image. J'ai dit, quand même, pourquoi tu refuses de faire une image de Donald Trump alors que tu réussis sans aucun problème à faire justement ça avec un président étranger? Il dit, mais je me suis trompé. Je m'excuse beaucoup, je sais que ça vous gêne beaucoup, mais mon algorithme m'interdit de faire ce type d'image. Bon, je peux continuer parce que c'est toute une histoire, mais en fait, la question est la suivante. Est-ce que maintenant, on arrive à une époque où l'image devient impossible? Parce qu'il y a aussi des considérations morales et politiques qui sont derrière, et donc on ne peut pas tout demander à la machine. Ça dépend, parce que, par exemple, si on utilise DeepSeek, les chats GPT chinois, la censure est différente. D'un côté, ça donne un terrain d'exploration, c'est-à-dire il y a des artistes qui travaillent justement sur la censure dans les algorithmes les plus usagés. Par exemple, j'ai un copain, Daniel García-Andújar, qui repère tous les mots qui sont interdits dans certains logiciels. Mais de toute façon, il y a des logiciels en code ouvert, en freeware. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, Stable Diffusion, il n'y a pas de filtre de censure parce que c'est un système généré par les usagers qui est implémenté tous les jours par les apportations de ce qui est partagé justement façon d'améliorer le système. Donc, bien sûr, quand les algorithmes appartiennent à des entreprises, à des corporations, il y aura toujours des filtres. Par exemple, Google n'est pas innocente. Les moteurs de recherche ont beaucoup de filtrage. On est conscient de ça. Mais il y a des façons, je pense, de s'échapper, de contourner ce genre de trucs. Mais c'est vrai que ça, pour un usage, disons, quotidien, conventionnel, oui, ça c'est une contrainte. Mais si tu veux vraiment travailler d'une façon sérieuse, il y a la façon de contourner ce genre de problème. J'ai pensé que finalement, quand on regarde l'islam, justement, à l'origine, l'image est interdite. Et c'est très tard, je pense seulement à la fin des années 70, qu'en Arabie Saoudite, on a autorisé la télévision. Donc, en fait, on pourrait imaginer que s'il y a un retour sur le fondamentalisme religieux, il y aura interdiction de l'image. Bon, et pour les chrétiens, ça a été juste après les conciles de Nicée. Jusqu'à ce moment, il y avait aussi un problème avec l'image, c'est-à-dire avec l'idolâtrie. Et justement, à ce moment, ils ont accordé que l'image n'était pas la réalité, c'était une façon symbolique de s'approcher. Donc, le respect à l'image était une façon de traslader le respect au Dieu ou à la Vierge, je ne sais pas. Mais ce n'était pas immédiat. Merci, c'était vraiment très intéressant. J'ai regardé avec beaucoup d'attention les dernières sur la jeunesse en spécial. Et pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que les algorithmes ont le sens du bien et du mal? Je n'ai pas compris. Oui, les algorithmes ont le sens du bien et du mal. Je ne crois pas. C'est-à-dire, ça c'est un effet que dans la théorie de l'intelligence artificielle s'appelle le perroquet stochastique. C'est un terme généré par une théoricienne, je pense, américaine ou australienne, qui nous propose, nous explique que les algorithmes sont capables de faire n'importe quoi,
sans être conscients de ce qu'ils font. Par exemple, pour les images, ce n'est pas un portrait, ce qu'ils sont en train de construire. C'est une structure de pixels avec une morphologie particulière. C'est-à-dire que, par exemple, pour les portraits que j'ai montrés, chaque carré a 1024 par 1024 pixels. Pour l'algorithme, c'est une combinaison d'un million de pixels, c'est tout. Mais si ces sortes de combinaisons, pour nous, ça représente un humain, une bâche ou des nuages, l'algorithme n'est pas conscient. C'est des structures avec des caractéristiques particulières. Voilà. Donc, c'est pareil avec les textes, avec la langue. Hein. Tu peux avoir un dialogue, mais c'est tous les résultats de combinaisons statistiques. De la même façon qu'il y a une écriture prédictive, il y a une façon de réagir qui est aussi prédictive. Si tu parles, tu utilises quelques mots, dans les contextes disons de tout ce qui a nourri l'intelligence artificielle, il y aura la façon de trouver qu'est-ce qui est, au point de vue statistique, plus probable qui convient comme réponse. Quand j'étais comme artiste en résidence au Fresnoy, le système, c'est que les centres financent un projet, mais en échange, l'artiste invité doit être les conseillers d'une douzaine de jeunes artistes qui doivent, d'un côté, suivre et aider dans le déploiement de leur propre projet, mais aussi laisser ces jeunes artistes de participer dans la construction de mon projet. Alors, il y avait une artiste de Côte d'Ivoire, elle s'appelle Moufoli Bello, dont son projet était créer un dieu avec l'intelligence artificielle. Alors, elle a pris tous les textes de religion qu'elle a trouvés, les Corans, les Torahs, la Bible, et elle procédait de traditions animistes, hindouistes, etc. Alors, elle a fourni toutes ces sortes de littérature religieuse à l'algorithme, mais elle a corrigé les textes, elle a enlevé la violence, elle a enlevé le sexisme. Et finalement, le texte était vraiment très réduit, mais quand même. Et alors, ça a donné, si vous voulez, le corpus doctrinal d'un Dieu avec lequel on était capable de réagir et discuter des questions théologiques, la morale, etc. C'était une idée fantastique. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas assez d'entraînement, pas assez de matériel pour possibiliter vraiment une démarche fluide avec l'interlocuteur. Mais l'idée était fantastique. Donc ici, cette intelligence artificielle ne nous donnait pas de réponse dans un sens, dans un code éthique ou moral. Non, c'était, si vous voulez, le résultat d'extraire des conclusions à partir de textes qui ont constitué la base de son entraînement. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est absolument important une certaine régulation. Parce que si les algorithmes vont gérer notre vie publique, on ne peut pas laisser l'entraînement des algorithmes à des corporations privées. Il faut vraiment avoir un contrôle que ça s'est fait d'une façon, je dirais, complète, scientifique, démocratique, égalitaire, etc. Sinon, ça sera très dangereux, le résultat de l'utilisation, d'application de ces sortes de nouvelles technologies. Mais de toute façon, la technologie a été toujours le langage du pouvoir. Donc, il faut toujours être soucieux, essayer de contrôler. Par exemple, moi, dans les débats, si l'intelligence artificielle est positive ou négative, je pense qu'on n'a pas encore une perspective historique pour donner une réponse. Mais qu'en tout cas, il faut la connaître.
il faut l'expérimenter. Parce que si un jour il faut résister, c'est mieux de connaître comment elle fonctionne. Donc, c'est pour ça que pendant qu'on y pense, on étudie les problèmes, je crois que c'est urgent de commencer à comprendre c'est quoi la nature de cette technologie tellement puissante. De toute façon, par ce qui concerne son application à l'image, qui a produit beaucoup d'alarmes, c'est-à-dire que c'est évident que l'émergence de l'intelligence artificielle change la profession, les marchés professionnels des photographes, des illustrateurs, des artistes, etc. Il y a beaucoup de débats, les droits d'auteur, etc. Mais c'est un débat, c'est un conflit que la photographie a produit en 1839 quand elle a été découverte par Niepce et Daguerre. Aussi à ce moment, tous les peintres qui avaient l'exclusivité du marché de l'image étaient vraiment bouleversés. Et alors, ils ont expulsé les photographes du salon, ils ont considéré que la photographie n'était pas artistique parce que c'était le produit d'une machine, etc. Et les arguments sont presque identiques à ce qu'aujourd'hui on applique à l'intelligence artificielle. D'autres questions? Oui. À mon opinion, je pense, par la question de la dame, que l'algorithme, peut-être il n'a pas de sens, mais derrière l'algorithme, il y a des sens. Pour utiliser votre mot, il y a l'artisan, que c'est l'algorithme, mais derrière l'algorithme, il y a l'artiste ou le créateur. Oui. L'exemple qu'a mis ce monsieur, il nous dit que l'algorithme, il y a l'essence du bien et du mal. L'algorithme qu'il a utilisé, il a dit que c'était bien Macron, mais c'était mal Trump. Alors, ça, c'est mon approche à ces des interventions. Et par rapport à la conférence, pendant que vous présentez les images, pas les photographies, pour moi, il y a une différence peut-être entre images et photographies. Je me rappelais de Frankenstein. Les monstres. Les monstres. C'est-à-dire, j'ai retenu de Frankenstein qu'il était malheureux. Et pour moi, toutes ces images que j'ai vues, il se ressentait un peu malheureuse. C'est pour ça qu'il y a toujours la possibilité de faire des photos, de ne pas de sortir à la rue, de faire ces photos et pas se reclure avec l'ordinateur et dire à l'algorithme ce que je veux que tu fasses pour moi. Oui, absolument. C'est-à-dire que ce que je pense l'intelligence artificielle nous offre, c'est d'élargir notre territoire de créativité. C'est-à-dire parce que moi, j'utilise ces sortes d'ustensiles, d'outils. Mais je ne renonce pas à l'appareil photo. Je fais beaucoup de photos, disons, traditionnelles. Hein. Mais si on considère dans une perspective un peu sociologique, je suis certain que bientôt, la plupart des images seront faites, seront construites, générées par des algorithmes. Hein. Oui, des images. Oui, mais pour revenir aussi à la question. Ça marche pas ? Oui, pour revenir aussi à la question qui a été posée aussi, donc image. Hein, donc vous insistez sur le mot image. Moi, je dirais, il y a des œuvres d'art que toi tu présentes. Donc, ce passage de l'image à l'œuvre d'art, tu as parlé de l'intention avant, ça c'est très important, bien sûr, dans la création, l'intention de faire quelque chose. Mais il y a aussi, je pense, toute une réflexion sur, peut-être pour les images photographiques, comment leur donner une matérialité, pour les vidéos, les installations, quel dispositif utiliser, etc. Donc, c'est ça qui fait, à mon avis, donc le concept aussi qui est derrière, l'intention, qui font que ces images et cet outil, qui est un outil d'aujourd'hui, comme avant il y avait d'autres outils pour la photo ou pour l'art, deviennent
de l'image, passe de l'image à l'œuvre d'art. Bon, ce n'est pas une vraie question, mais peut-être que tu peux dire ton opinion par rapport à ça. Non, mais de toute façon, les problèmes de comment classer les images, je crois que c'est une question que moi ne me touche pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est comment des images ont une puissance sur nous et qu'on utilise ces images, qu'on les appelle de peinture ou de photographie ou des images de synthèse ou des photos algorithmiques, etc. C'est quelque chose un peu secondaire. L'important, c'est qu'il y a aujourd'hui des images où on n'arrive pas à identifier ça a été quoi son processus de construction. Parce que si je mélange ici deux images, il y a des photos, il y a des images de synthèse, il y a des photos analogiques, il y a des photos numériques, il y a des photos algorithmiques, et on n'est pas capable, comment a été faite chaque image. Alors, c'est quoi les problèmes terminologiques? Ce sont des images qu'on utilise, ce sont des images qui ont une fonction particulière, etc. Donc, c'est ça ce qui m'intéresse. Je respecte que quelqu'un puisse s'intéresser à vraiment entrer dans les détails de l'ontologie de chaque image. Parfait. Mais en ce qui concerne une perspective anthropologique ou sociologique, et c'est ça qui m'intéresse le plus dans mon domaine. Chacun peut s'intéresser à ce qu'il veut. Et ça, c'est mon perspective d'analyser la situation. Donc, la façon comment on construit l'image, pour moi, est secondaire. Merci. Vous êtes très, très transparent sur la procédure de création de vos projets et sur la motivation. Cette transparence, cette description de processus de création, est-ce que vous la considérez comme étant partie intégrale de l'œuvre? Comment vous voyez la relation entre votre processus et le résultat final? Moi, j'étais enseignante presque toute ma vie, j'étais prof, et ce domaine didactique, je ne l'ai jamais considéré comme un volet éloigné de ma création artistique. Je pense que ma condition d'artiste, de créateur, implique cette nécessité de partage, de transmission. Et c'est ça justement l'enseignement. Donc je pense que mon œuvre n'est pas seulement les images. Je dirais même que les images sont aléatoires, sont des illustrations dans certains discours. Que j'explique qu'il y a une narration. Alors je pense que le fait qu'aujourd'hui, on m'a permis de parler de mon travail, même ma performance appartient à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est tout à fait mélangé. Ces images toutes seules, autonomes, probablement produisent une lecture particulière. Mais c'est certain que maintenant, avec mon explication, la façon de les interpréter est un peu différente. Et je n'oblige pas, je ne vais pas conditionner ces sortes d'interprétations. Tout au contraire, je pense que l'œuvre, finalement, est autonome. C'est comme un enfant. Quand il arrive à un certain âge, il faut qu'il part. Et alors, je me détache. Pour moi, l'œuvre est beaucoup plus importante que l'auteur. L'auteur va disparaître, mais l'œuvre va rester. Et cette œuvre, si c'est vraiment réussi, sera capable d'établir des dialogues chaque fois différents, enrichissants, avec les différents publics, aujourd'hui, demain, dans des autres contextes géographiques, culturels, etc. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, un grand merci, Joan, pour cette belle conférence. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, c'est compliqué. Il faut suivre à partir du niveau 0, il faut suivre les petites stickers EMOP. Mais
je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'on ferme à 8 heures, mais ce sera à partir de demain jusqu'à mi-novembre à peu près. Vous pouvez encore voir cette exposition où il y a une des installations de Joan Fontcuberta et 6 autres artistes sous le thème donc, de Rethinking Photography, Beyond the Frame. Voilà. Merci.